Nous allons maintenant commencer et nous allons appeler ici celui qui fera la critique littéraire. Il est expert auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, consultant, ancien directeur général des services de l'Université d'Evry-Val des Hommes. Sous vos acclamations, je voudrais qu'on puisse recevoir ici M. Fouloba, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, Monsieur le Président de l'UNG, le professeur Marc Arthur qui a eu avec le Président l'amabilité de nous convier à ce soir, un soir de partage, de données, d'échanges, d'idées autour d'un monsieur que j'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer quelquefois, d'avoir des réunions d'échange qui m'ont permis d'avoir un aperçu, avant même d'avoir lu le livre. Et j'ai eu la chance d'avoir un primeur ce livre, et le voilà, le jour même, me dédicacer ce livre. Sauf que ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il allait me demander un devoir sur table. Ce que j'ai su samedi, et je suis ravi, honoré de prendre part à cet échange et par-dessus tout en premier lieu. Alors ça ne va pas être tout à fait une critique au sens propre littéraire. Je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis heureux de prendre cette parole devant vous. Ça va être plutôt une restitution de quelque chose qui vient de mes tripes. C'est pour ça que je n'ai pas souhaité faire un discours. J'ai souhaité vous dire, m'exprimer de ce que j'ai senti en lisant ce livre et de ce que j'ai senti, mon ressenti en rencontrant ce monsieur, un grand monsieur à mon sens, en rencontrant son équipe, en discutant et en travaillant sur des choses assez concrètes et techniques autour de son projet et de sa vision, surtout de sa vision qu'on peut mettre en perspective avec ce que c'est que l'Afrique, mais pas l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de demain. L'Afrique de demain décomplexée, c'est ce que j'ai compris chez ce monsieur. Et tout de suite, le titre me dit « De moi, de toi, de la Côte d'Ivoire ». Et ça m'a intrigué. Ça alors, comme titre, je me suis pris la tête en me posant des questions. Et voilà la curiosité qui est tout de suite appelée pour aller voir derrière le monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer et qui a eu l'amabilité de me dédicacer le livre, d'essayer de comprendre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre, derrière ce titre? Et bien derrière ce titre, j'ai très vite découvert un parcours, le parcours d'un homme. De sa naissance, de ses études, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Bouaké, son lieu de sa ville de naissance, à son mariage. Mais entre-temps, il y a eu, entre guillemets, ce qui présage ce qui va se passer, un exil volontaire, première fois, très jeune, le voilà parti pour ses études, obtient son bac en France, ses pérégrinations continuent, son périple continue, l'amène jusqu'aux États-Unis, il fait ses études, et voilà ce que je découvre, ses activités professionnelles depuis les États-Unis, son engagement politique et sa vision pour la Côte d'Ivoire. Sa vision pour la Côte d'Ivoire et sa vision pour l'Afrique. Voilà ce qui va l'amener à prendre une décision majeure qui est de rentrer, de revenir en Côte d'Ivoire pour jouer pleinement son rôle, son engagement et vivre cet engagement. De quoi parle-t-on? Eh bien, j'ai cherché à comprendre de quoi il me parle. Et je trouve tout de suite chez ce monsieur, à travers son livre, mais à travers de l'entretien qu'on a eu, une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est en cours de connexion, mais elle a été effective depuis son jeune âge. Cette prise de conscience, il l'a presque innée
une prise de conscience sur la nécessité qu'un être doit avoir, un être humain, conscience sur ce que c'est qu'un peuple intelligent. De son propre chef, de ses propres déclarations, un peuple, tout peuple est intelligent. Mais il a besoin, toujours besoin, d'une bonne préparation, d'une bonne organisation et de très bonnes institutions qui soient solides pour l'amener à se réaliser pour libérer un certain nombre d'énergie. Une prise de conscience autour d'un pouvoir qui transforme, un pouvoir qui impacte, un pouvoir qui doit passer par l'économique et en particulier l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Je fais une parenthèse là-dessus, en citant quelqu'un, un scientifique, un brillant scientifique de son temps, Albert Einstein. Il a dit la chose suivante. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen de transformer les autres. C'est le seul moyen. C'est ce que je lis dans ce livre en se disant, ce monsieur, il a fait sien cette assertion il y a quelques décennies d'un grand homme de son siècle, Albert Einstein. Donc c'est un honneur pour moi que me soit donnée l'opportunité de dire ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, ce que j'ai ressenti en rencontrant ce monsieur. Et bien cette prise de conscience ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à sa décision de revenir en Côte d'Ivoire pour s'engager politiquement, mais pas pour lui, pour impulser une dynamique. Voilà un homme qui, à 27 ans, crée un parti. Mais avant de créer son parti, il y a un cheminement. Ce cheminement arrive en 2007 avec un certain nombre de collègues et d'amis, créer quelque chose qui, pour moi, dans sa dénomination elle-même, préjage déjà cette volonté de transformation, mais qui compte sur les jeunes générations. L'union des nouvelles générations. L'union des nouvelles générations. Eh bien, je vais revenir plus tard, mais je voulais parler de cet engagement-là, sa conséquence immédiate, pas tout de suite dans le temps, mais le voilà est obligé de s'exiler, Ghana, Sénégal, ensuite la France, 9 ans en dehors de ses frontières, 9 ans en dehors de sa patrie, la patrie de son cœur, la patrie qu'il a amenée, alors même qu'il avait des opportunités économiques et professionnelles, de s'épanouir autrement outre-Atlantique. Le voilà qui décide de revenir, et le voilà qui, après avoir construit une famille, construit une vie politique, construit une vie économique et entrepreneuriale réussie, le voilà contraint en 2011 de quitter cette patrie tant chérie de son cœur. Eh bien, forcé à l'exil, comme à son accoutumée, il saisit ce qu'il a toujours considéré comme en tout lieu et en tout temps, saisir ce qui peut être une opportunité, quand bien même les situations soient considérées par d'autres comme perdues d'avance. À l'exil, il saisit donc ces opportunités. Comme à son accoutumée, inlassable combattant, et qui veut toujours partir du fait que ce qui ne tue pas rend fort. Ce qui ne tue pas rend fort. Et donc, il saisit cette opportunité pour reprendre le chemin de l'université. Ce n'est pas donné à beaucoup d'entre nous de faire ces choix-là alors qu'on est contraint de partir, alors qu'on est contraint et que ces ressources sont par ailleurs réduites par des décisions politiques qui ne m'appartiennent pas ici de commenter. Et bien, il poursuit donc ses études, il obtient son MBA, qui lui permet ensuite de créer une entreprise qui est aujourd'hui florissante,
puisqu'elle emploie un peu plus de 500 personnes en Côte d'Ivoire. Salut, je vous salue, Monsieur le Président. Ça vaut des applaudissements. Eh bien, maintenant, l'UNG, que j'ai découverte récemment, mais que je considère comme une boîte à idées. Des jeunes autour de M. Kipré, beaucoup de jeunes, des universitaires, des gens éminemment expérimentés, diplômés, intelligents, qui ont décidé de mettre tout ça au service de quelque chose. Comment imaginer le dépassement de soi pour le développement, pour la réalisation, pour la libération des énergies ivoiriennes? Pas tout de suite. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est cette vision. La vision de cet homme. Et donc ces gens-là, M. Kipré en tête, mobilisant cette équipe florissante, se disent, aujourd'hui nous sommes en exil, très bien, et après? Et après? Sommes-nous contraints de vivre ad vitam aeternam à l'exil? Non, très bien. Donc, il décide de se mettre à l'ouvrage. C'est ce qu'il a fait autour de l'UNG, et l'UNG est en train, petit à petit, au travers des meetings, des rencontres, des réunions de travail, de construction, de benchmark, des meetings, des rencontres diplomatiques, tout ça qui va petit à petit, qui alimente petit à petit et qui renforce petit à petit la vision que ce monsieur a de se préparer, mais pour préparer la Côte d'Ivoire à assumer pleinement son rôle de leader de l'Afrique de l'Ouest. Je vais faire très vite maintenant en vous montrant quelques images qui traduisent ce que de loin, depuis l'Occident, ce qu'on pense, ce qu'on voit, en règle générale, de l'Afrique, que M. Kipré pense et va transformer, de retenir que les opportunités qu'il faut sortir de cette affaire-là. C'est pour ça que j'ai titré cette apologie, vision de l'UNG, enjeux, défis et opportunités. Enjeux et défis à relever, qu'est-ce qu'on voit? L'instabilité. C'est pour ça que l'un des maîtres mots de son ouvrage, réconciliation. Réconciliation, rassemblement, rassembleur, ce monsieur. Eh bien, ce qu'on voit, c'est des jeunes qu'on met, pas que des jeunes, qu'on met dans l'armée à se battre, et ainsi de suite. Bon, je vais très vite, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais ce que je voulais vous montrer, ce sont tout ce qui peut paraître aujourd'hui sur cette instabilité politique, l'instabilité climatique, hein, l'instabilité climatique, l'actualité, messieurs et mesdames les journalistes, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays africains, du Soudan au Sénégal, combien de milliers de millions même de personnes qui sont obligées, qui sont sans domicile, on va dire. Donc l'instabilité politique, économique, énergétique, environnementale, écologique, et enfin l'une des véritables problématiques de l'Afrique, comment faire face à cet accroissement de la population, de la jeunesse, 70% selon certaines statistiques ont moins de 30 ans ou 25 ans selon les statistiques. 750 millions d'Africains ne maîtrisent pas ce que l'UNESCO appelle les compétences de base en écriture et en lecture. 2 tiers c'est des femmes, mesdames, messieurs. Une justice sociale ne peut pas se contenir, ne peut pas se contenter de ça. Voilà pourquoi ce monsieur séduit par ses écrits, séduit par son engagement, et son parcours le prouve. Et je continue dans les enjeux et les opportunités. Comment, le Covid l'a montré, comment se servir des opportunités que nous donnent les nouvelles technologies, la donnée, gouverner par la donnée,
monsieur le professeur Marc Arthur, je pense qu'il témoignera, serait d'accord avec moi pour dire cela. Et donc tout ça, au profit de quoi? De ces, bientôt, on parle de 2050, où 4 jeunes sur 10 qui naîtront dans le monde seront africains et en partie ivoiriens. C'est pour ça que l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations, pour moi, font sens, et ça fait sens avec ce qu'ont été les pionniers fondateurs de l'Afrique indépendante. Je veux citer par exemple, loin de l'Afrique de l'Ouest, mais quelqu'un qui pour moi est assez séduisant dans sa pratique, dans sa façon de faire, Seretse Khama, fondateur du Botswana qu'on connaît aujourd'hui, et qui va en droite ligne de ce que pense Stéphane Kipré, les institutions, une organisation, une préparation de la population à assumer pleinement sa responsabilité de demain. Eh bien, c'est pour ça que, monsieur Kipré, je vous félicite et je vous encourage. Merci.